Salut tout le monde, ici Wes. Donc aujourd'hui pour vous, j'ai un premier match de tournoi du Discord officiel de War Selection. Donc c'est un 2v2 double population. Donc aujourd'hui vous allez voir ma team qui est ancestrale, qui est composée de moi et Pizza. Puis on va combattre la team Undivided. Donc aujourd'hui pour le premier round contre Undivided, il va avoir Pizza qui va avoir la couleur rouge, puis il va avoir moi avec la couleur bleue. Donc premièrement, comme que je disais, ça va être un replay, donc ça va pas être en fait la caméra en live comme si je suis en train de jouer la partie. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était simplement plus facile pour moi de mettre les replays de côté pour pouvoir les éditer, afin de pouvoir faire la traduction pour les vidéos anglophones. Par contre, dans les prochaines vidéos, je vais vraiment essayer d'enregistrer la vidéo en live de tout ce qui se passe pour que vous puissiez bien voir notre économie. Puis, je couperai simplement le son pour pouvoir en fait enregistrer par-dessus. Pour la première action que j'ai entrepris dans le premier match, ça a été en fait d'explorer le bord de l'eau en même temps de construire des maisons pour simplement vérifier s'il y avait du poisson disponible. Malheureusement pour moi, il y avait un sanglier qui protégeait le poisson, donc j'ai dû me retirer puis me concentrer sur les maisons puis sur les ressources qui étaient plus proches de mon altar. Du côté de Pizza, on peut voir aussi que très rapidement, il va construire des maisons, il va vraiment bien distribuer ses villageois pour pouvoir passer à l'âge de bronze le plus rapidement possible. Donc vraiment la stratégie de base pour moi et Pizza, c'était d'essayer d'atteindre l'âge de bronze le plus rapidement possible pour pouvoir se défendre contre les roches guerriers ou qu'on appelle un peu plus communément les roches cailloux de l'âge de pierre. Donc notre but c'était d'essayer d'atteindre les piquiers de bronze le plus rapidement possible pour en faire une bonne vingtaine minimum, afin de pouvoir se défendre. Puis si on a bien réussi à se défendre, au final ça va nous donner une bonne avance économique, une avance en âge. Puis également dans le meilleur des scénarios, on peut se synchroniser pour pouvoir faire une attaque commune sur une des bases de l'ennemi. Vous allez aussi remarquer qu'en bas de mon temple, en même temps, je vais toujours continuer à construire des maisons juste à côté pour pouvoir faire sûr en fait de ne jamais manquer d'espace de population afin de toujours continuer à produire des villageois, qui est très important en double population. Donc du côté des ennemis, on peut vraiment voir comment typer par moi et Pizza. On peut voir qu'il y a déjà 3 baraques, plusieurs maisons. Il y a également le tailleur de pierre déjà installé. Donc c'est vraiment un rush caillou garanti qui s'en vient pour nous attaquer. Donc notre stratégie va vraiment en fait nous permettre de contrer ça. Puis on l'avait bien pratiqué parce qu'on s'attendait à ce que les joueurs un peu plus compétitifs dans les tournois vraiment essayaient d'utiliser toutes les opportunités dans tous les âges pour pouvoir essayer de causer le plus de dommages économiques. Donc avec la stratégie qu'on a mise au point, ça allait vraiment nous permettre en fait de pouvoir nous défendre le plus rapidement possible contre ce type d'agression, puis en même temps de pouvoir continuer à avancer les âges puis d'avoir une économie solide. Donc un petit truc aussi pour pouvoir prévenir les roches cailloux, c'est que souvent les personnes qui vont faire des roches cailloux vont envoyer d'avance un guerrier avec l'habilité de se déplacer un peu plus vite, donc comme un éclaireur qui va vraiment essayer de trouver votre base le plus rapidement possible. La plupart du temps, après qu'un éclaireur vous ait trouvé, il va aller se recacher dans la brume de guerre pour faire sûr que ne vous voyez pas. Donc c'est toujours vraiment important d'avoir un œil sur l'ensemble de votre territoire pour faire sûr de pouvoir prévenir les roches cailloux. De temps en temps également, comme dans ce match-ci, vous allez voir que l'éclaireur en fait va simplement être relâché à travers mes baies pour pouvoir venir un peu perturber mes ouvriers pendant qu'ils récoltent les baies. Donc pour moi, ça m'oblige en fait d'utiliser mes villageois pour pouvoir me défendre, ce qui me fait perdre quelques secondes à récolter mes ressources. Par contre, le bon côté des choses, c'est que ça m'a aussi permis de savoir en fait que le Roche Caillou s'en venait très bientôt. Donc ça m'a permis de directement commencer à produire des guerriers dans toutes mes casernes. Puis également d'alerter Pizza qu'un Roche Caillou pouvait potentiellement venir sur lui également. Si on fait la comparaison de ces deux bases, de celle de la pizza et de la mienne en ce moment, vous allez remarquer que Pizza a déjà son poulailler de prêt pour pouvoir récolter de la nourriture, tandis que sur mon côté, je viens juste d'entamer la construction de mon poulailler, ce qui va créer un petit effet boule de neige durant quelques minutes de la partie. Puis la raison pourquoi j'ai oublié, je crois que c'est simplement parce que quand j'ai repéré l'éclaireur, je savais que je vais produire très rapidement des guerriers, puis du coup ça m'a fait oublier pendant à peu près 30 secondes mon poulailler. Vous pouvez voir que ma nourriture elle est descendue dans les zéros, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Donc habituellement on peut s'attendre à un rush caillou dans les environs de 6 minutes 15 à 7 minutes 30. Donc ce rush-ci était un petit peu en retard et il a frappé à 8 minutes. Vous allez aussi remarquer que dans le cas de moi puis Pizza, aucun d'entre nous on a fait nos améliorations de guerrier. Donc pas d'amélioration de dommages, pas d'amélioration d'armure ni de rapidité. Principalement parce qu'on savait que dans nos bases, avec nos casernes, on allait avoir l'avantage de produire très rapidement des grilles pour pouvoir nous défendre. Donc c'était pas nécessaire pour nous de faire ces améliorations-là qui coûtent vraiment beaucoup de nourriture, quand on pouvait simplement éliminer nos ennemis avec une production constante de guerriers, simplement pour pouvoir les submerger dans nos propres bases. Par la suite, on pouvait juste moderniser nos guerriers en piliers de l'âge de bronze pour pouvoir attaquer l'ennemi. De mon côté, moi je continue à me défendre contre la première vague du rush caillou de mon ennemi, puis également de ces petites troupes de renfort qui s'attaquaient présentement à ma maison. Après la première attaque du joueur jaune, j'en ai profité avec toutes mes guerriers pour pouvoir nettoyer ma zone de tout animal hostile qui pourrait éventuellement attaquer mes villageois. De ce côté, tout en gérant son économie et en gardant un œil pour une éventuelle attaque, Pizza nettoie également son territoire.
Puis du côté du joueur jaune, on voit vraiment qu'il va toujours de l'avant avec son rush guerrier, donc il est en train de construire de plus en plus de maisons pour pouvoir avoir une plus grande production de guerriers et de villageois. Ensuite, du côté du joueur orange, on peut voir aussi qu'il s'engage vraiment dans la même direction, donc il est toujours en train de rassembler de plus en plus de guerriers. Le tout pour finalement donner son attaque avec ce guerrier à 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment très long avant d'entamer l'attaque avec le rush guerrier. Malheureusement pour lui, Pizza évidemment était très organisé dans son économie, puis attendait fermement depuis déjà un moment l'attaque du joueur orange. Donc vous pouvez voir que dès que Pizza a repéré l'ennemi, il a tout de suite modernisé toutes ses unités de l'âge de pierre en âge de bronze pour pouvoir avoir des piquets prêts à se battre. Donc pour lui, ça va être très facile de pouvoir se défendre contre ce type d'attaque. À 10 minutes, contre un rush guerrier, il aurait fallu en fait que le joueur orange ait minimum une quarantaine de guerriers pour pouvoir causer des dégâts économiques à Pizza. De mon côté, peu à peu, je suis en train de créer une très bonne armée de piquiers et de guerriers que j'allais éventuellement tout transformer en piquiers de l'âge de bronze pour pouvoir me défendre contre une éventuelle attaque du joueur jaune. Voyant son style de jeu, donc avec le rush caillou de début de partie, je m'attendais à une deuxième attaque très rapidement. Du côté à Pizza, on va voir qu'il va splitter son armée en deux pour essayer de prendre en sandwich son adversaire. Par contre, son adversaire a décidé de littéralement ignorer son armée puisqu'il voyait la force militaire que Pizza disposait pour simplement essayer de causer des dommages économiques avant de perdre son armée. Donc vous allez voir que ça va jouer au chat à la souris dans la base de Pizza, Pizza en poursuivant son ennemi un peu partout à travers sa base. Si vous prenez le temps de les regarder, vous allez aussi remarquer que l'armée de Pizza est splittée en deux pour faire sûr que les renforts de l'armée orange soient toujours interceptés par son armée au sud. Donc il va vraiment essayer de minimiser tous les dommages sur son économie en gardant constamment un œil sur les troupes adverses. Pendant quelques secondes ici, je croyais que l'Orange envoyait de plus en plus de troupes vers la base de Pizza, mais en fait, c'était simplement des villageois en train de récolter de la nourriture. Donc le premier bâtiment de Pizza détruit par le joueur Orange, donc une baraque à moitié construite. Par la suite, le joueur Orange s'engouffre encore une fois à travers le petit village de Pizza pour essayer de créer d'autres dommages. Évidemment ici, peu à peu, Pizza est en train d'éliminer toute l'armée adverse. Comme je disais un peu plus tôt, Pizza était vraiment prêt à cette attaque, il attendait de pied ferme. Tous ses guerriers attendaient juste le bon moment pour se transformer en piqué large de bronze. Puis en plus, il y a une très bonne production de piquets avec ses 8 baraques qui fournit de plus en plus de soldats. De mon côté de la map, je continue toujours à me focuser sur mon économie pour essayer de rattraper le retard que j'ai pris en début de partie, puis également de créer une bonne armée pour pouvoir me défendre contre la prochaine armée qui ne serait tardée. De retour dans la base de Pizza maintenant avec le joueur orange qui l'attaque. On peut voir que le joueur orange s'en prend maintenant à son poulailler. Il réussit à le détruire, mais pour Pizza, ça change pas grand chose. Il va simplement se diriger au nord de ses casernes pour pouvoir en construire un nouveau afin de pouvoir continuer à récolter de la nourriture. Provenant de l'ouest, le joueur orange continue à renvoyer du renfort dans la base de Pizza, mais rien de très imposant. Pendant que Pizza affrontait le joueur orange dans sa base, de mon côté, puisque je voyais pas arriver sur ma base la deuxième vague du rush caillou dès le début de partie, j'ai donc décidé de prendre mon armée puis de commencer à avancer peu à peu vers la base du jaune tout en éliminant tous les animaux hostiles qui se trouvaient sur mon chemin pour faire sûr que mes renforts ne soient pas attaqués par les animaux hostiles. J'ai finalement rencontré le joueur jaune à la frontière de nos territoires. J'ai donc pris une seconde pour reculer la première ligne de mon armée afin de laisser le reste de mon armée se regrouper pour pouvoir faire face à l'armée ennemie avec beaucoup plus de force. Avant que l'armée du joueur jaune était quand même assez petite, puis qu'il n'y avait pas de renfort derrière, j'en ai profité simplement pour moderniser tous mes guerriers en piqué de l'âge de bronze pour pouvoir faire une attaque directement après avoir éliminé son armée. Et évidemment, c'est pas recommandé d'évoluer ces guerriers ou peu importe vos unités en plein milieu d'une bataille. Dans ce cas-ci, j'ai pris la chance de le faire simplement parce que je savais que j'avais déjà beaucoup de piquets déjà transformés, prêts à se battre, puis que j'étais capable de remporter cette bataille. Également, Pizza et moi, on avait aussi pris le temps de communiquer, puis je savais que Pizza allait attaquer très bientôt, puisqu'il y avait l'avantage économique et militaire sur le joueur orange. Donc mon but c'était vraiment, avec le restant de mon armée, d'aller attaquer le joueur jaune, pour m'assurer de garder la pression, afin qu'il puisse pas renvoyer du renfort à son allié. Donc vous pouvez voir l'armée de Pizza qui se dirige vers le joueur orange, et mon armée qui se dirige vers le joueur jaune pour garder la pression, afin de pouvoir exécuter le plan, puis laisser le champ libre à Pizza de pouvoir éliminer le joueur orange. Du côté du joueur jaune, on pouvait voir qu'il y avait une très bonne production de guerriers, donc avec 5 baraques, ça veut dire qu'il pouvait produire 5 guerriers à chaque 10 secondes. Puis de mon côté, j'étais en train de chercher en fait sa base peu à peu jusqu'à temps que mes deux piquiers que j'avais séparés du reste de mon armée les trouvent. Dès que j'ai repéré le joueur jaune avec mes deux piquiers, j'ai directement viré mon armée de bord pour pouvoir affronter l'armée du joueur jaune afin de pouvoir laisser à Pizza le temps qu'il lui fallait pour éliminer le joueur orange. Tout en engageant le joueur jaune, on peut voir que je gardais toujours un œil sur mon économie et également sur la bataille de Pizza contre le joueur orange du sud-ouest.
Du côté de Pizza, puisqu'il avait déjà nettoyé la plupart de l'armée du joueur orange dans sa propre base, quand il a lancé la contre-attaque, le joueur orange avait très peu de piquets pour pouvoir se défendre. Pendant que Pizza était en train d'asséner le coup fatal au joueur orange, le joueur jaune a décidé de lancer la contre-attaque après avoir nettoyé le reste de mon armée défensive que je lui avais envoyée. Finalement, le joueur orange éliminé de l'équation, Pizza et moi pouvaient finalement se concentrer ensemble à attaquer communément le joueur jaune. De mon côté, après avoir envoyé ma petite armée attaquer le joueur jaune pour le distraire, j'ai directement commencé à produire plusieurs baraques pour pouvoir commencer à produire de plus en plus d'unités militaires. Moi qui pensais subir une contre-attaque très rapidement, notre adversaire a décidé de nous jouer un tour parce qu'au lieu de m'attaquer moi, il a décidé de foncer directement sur la base de Pizza. Évidemment, dès que j'ai remarqué que notre ennemi se dirigeait vers Pizza au lieu de vers moi en sortant du brouillard de guerre, j'ai immédiatement envoyé mon armée à sa poursuite. Malheureusement pour moi, mon armée était derrière la sienne, ce qui allait vraiment pas faciliter à défendre la base de Pizza. De son côté, Pizza, qui pensait pouvoir produire une armée défensive à temps, a décidé d'envoyer son armée qui venait juste attaquer le joueur orange directement sur la base du jaune pour essayer de l'éliminer. Le joueur jaune, pour sa part, a décidé d'ignorer complètement l'armée défensive en production de Pizza, et également mon armée qui la poursuivait, pour aller directement détruire le bâtiment principal de Pizza pour pouvoir l'éliminer de la partie. Malheureusement pour nous, c'est ici que Pizza s'est fait éliminer de la partie, ce qui voulait dire que ce match qui a débuté avec un 2 contre 2 allait se finir en 1 contre 1. Mais Pizza n'avait pas dit son dernier mot, parce que juste avant de mourir, il a envoyé son armée qui avait attaqué précédemment le joueur orange contre le joueur jaune pour éliminer toute sa production d'armée directement dans sa base. Ce petit cadeau de Pizza m'a vraiment permis en fait de vérifier que toute mon économie allait pour le mieux, ainsi de construire quelques tours dans ma base pour pouvoir me défendre en cas d'attaque sur plusieurs fronts. Au même moment, l'armée que j'avais envoyée pour défendre Pizza, puis aussi une production d'armée de ma base, avait été envoyée directement vers la base du joueur jaune pour infliger une seconde attaque, en espérant que celle-ci puisse anéantir le restant des troupes de mon adversaire. De ce côté, les représailles étaient déjà entendues, parce que pendant que mon armée faisait son chemin jusqu'à sa base, il avait profité pour faire une très grande production de guerriers pour pouvoir se défendre contre mon armée qui s'en venait. Cette bataille entre les deux camps va se disputer entre 38 de mes piquiers de l'âge de bronze contre une soixantaine de ces guerriers de l'âge de pierre. Et évidemment, avec la production constante de ces guerriers à chaque 10 secondes dans sa base, peu à peu, il a pris le dessus sur mon armée jusqu'à éliminer la totalité de mon armée. Ce que mon adversaire ignorait par contre, c'est que j'étais déjà en train d'exécuter mon plan B, ce qui veut dire que je faisais ma recherche pour les lanciers lourds, les armures, les armeries pour avoir une plus grande réserve de piquets, et également je prenais soin de mon économie tout en construisant des maisons pour pouvoir augmenter la taille de mon armée. Quelques instants plus tard, j'ai vu une cinquantaine de guerriers de mon adversaire se diriger directement vers ma base. J'ai donc entamé la production de lanciers de l'âge de bronze, le temps d'attendre après mes lanciers lourds pour pouvoir lancer ma contre-attaque. À ce point-ci de la partie, le joueur jaune, en voyant mon armée face à la sienne avec simplement une dizaine d'unités en moins que son armée, il a compris que ma force militaire était supérieure à la sienne. Donc il a commencé à essayer de m'éviter simplement pour me contourner, pour essayer d'aller créer du dommage économique et ou du dommage sur ma chaîne de production d'unités. Il a commencé par diriger la majorité de son armée vers l'est de ma base pour essayer de s'introduire pour créer le dommage économique tant voulu. Mais également, d'une pierre deux coups, il a essayé d'attirer mon regard vers l'est pour pouvoir infiltrer ses guerriers en renfort afin de s'attaquer à mes ouvriers. Voyant ces renforts arriver, j'ai immédiatement séparé mon armée en deux, l'une pour défendre mes ouvriers à l'ouest et l'autre pour pouvoir défendre mes casernes à l'est. Encore une fois ici, vous allez voir le joueur jaune qui va séparer son armée en deux, essayant d'envoyer une petite troupe au nord, simplement pour infiltrer ma base. Sachant que j'avais un ravin pour pouvoir protéger ma base, j'ai simplement reculé un peu mon armée pour l'empêcher de passer derrière moi. Au même moment, ma première vague de piquets lourds venait juste de sortir de mes casernes, enfin prête à rejoindre le combat. À ce moment-ci, sans hésiter, j'ai engagé le combat, sachant que j'avais aussi 14 casernes prêtes à fournir plusieurs piquets au besoin. Le tout en gardant un œil sur mon armée de l'ouest pour faire sûr que l'armée de guerriers en renfort n'allait pas faire une percée dans ma base pour essayer d'éliminer le plus de villageois possible. Dès que l'armée de l'est était sous mon contrôle, j'ai commencé à engager l'armée de l'ouest pour pouvoir commencer à la repousser en direction de son territoire. Également, je savais que mon armée qui se battait à l'est allait venir en renfort très rapidement. Voyant une contre-attaque imminente arriver sur sa base, le jaune a décidé de battre en retraite pour pouvoir commencer à construire des défenses. À ce moment-ci de la partie, je crois que si le joueur jaune voulait avoir une chance de remporter la partie, il devait transformer tous ses guerriers en piquets de l'âge de bronze, avec les améliorations d'armure, de rapidité et de dégâts. Une chose que le joueur jaune n'avait pas pris le temps de faire. De mon côté à moi, tout en engageant son armée entre nos deux territoires, je continuais de produire de plus en plus de piquets lourds afin d'envoyer un renfort sur la première ligne. Avec mes piquets lourds qui arrivaient constamment en renfort, le combat a duré à peu près une trentaine de secondes
avant de pouvoir s'attaquer finalement à ce tour. Rendu à ce point-ci de la partie, les renforts envoyés par le joueur jaune en première ligne étaient rendus quasi inefficaces. Il aurait vraiment fallu qu'il s'adonne à une transition complète dans son armée vers des piquiers pour pouvoir bien se défendre contre mon armée. Donc après avoir battu son armée et détruit ses tours, je me suis dirigé avec l'entièreté de mon armée et ma production de piquets lourds directement vers sa base. Rendu devant sa base, puis en voyant qu'il avait déjà réussi à faire une nouvelle production de guerriers, je décide de reculer un peu, simplement pour laisser le temps à mes piquiers en renfort d'arriver, afin d'engager simplement une seule fois l'ennemi pour pouvoir l'éliminer. Quelques secondes plus tard, lorsque j'étais prêt à l'attaquer, le joueur jaune avait environ 65-70 guerriers de l'âge de pierre et également des archers en production. De mon côté, j'avais une trentaine de piquets de l'âge de bronze ainsi que les piquets lourds qui arrivaient constamment en renfort, en plus d'une trentaine qui étaient déjà sur le champ de bataille. La team Undivided s'est très bien battue. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo parce que de mon côté, j'ai vraiment eu beaucoup de la misère à la monter. J'ai fait l'erreur de jeter par accident dans la corbeille les pistes audio de la bande originale, ce qui fait en sorte qu'on ne pouvait pas entendre durant la vidéo les batailles et la musique du jeu, etc. Donc j'ai vraiment dû tout monter moi-même pour réussir en fait à faire quelque chose de potable pour vous. Sur ce tout le monde, comme d'habitude, vous avez mon lien Twitch dans la description. Également, vous avez accès au lien du Discord officiel francophone de War Selection. Puis sur ça, je vous laisse écouter la fin du match et je vous dis à la prochaine vidéo.